Moment extraordinaire. La lumière s'est comportée exactement comme Bob l'avait dit. Elle est apparue comme prévu et j'ai bien été obligé de croire. À un moment, le vaisseau s'est mis à briller avec une telle intensité que nous avons pensé qu'il y avait un problème et qu'il allait exploser. Et même si nous étions à des kilomètres, nous nous sommes réfugiés derrière la voiture. C'était assez excitant. En tout, ils vont effectuer 3 visites. La 3e fois, l'inévitable se produit. Ils se font prendre. Cette nuit-là, je me suis dit que le pire était à venir. On m'a emmené à la base aérienne d'Indian Springs pour écouter ce que j'avais à dire. Certains des gardes qui nous avaient arrêtés étaient présents. Il y avait mon superviseur, Dennis Mariotti, et d'autres personnes aussi. Ils ont menacé ma femme. Ils ont menacé de la tuer. Ils disaient que rien ne les arrêterait. Ils étaient complètement fous et totalement incontrôlables. Bob a fait parler de lui pour se protéger. Dès le début, j'ai pensé que si l'on pouvait établir l'authenticité de ses affirmations ou seulement d'une partie de son histoire, nous obtiendrions un sujet des plus percutants. Au début, George s'est montré assez sceptique. Mais à partir du moment où il a pu vérifier 2 ou 3 éléments, il a commencé à prendre le sujet très au sérieux. Et cette interview a fait pratiquement le tour du monde. Au départ, elle devait seulement passer dans les informations du journal de 17 heures à Las Vegas. Mais elle a été vue au Japon. Plusieurs personnes ont commencé à examiner son passé. Avait-il vraiment travaillé dans la zone 51 ? Et possédait-il réellement les qualifications requises? J'ai effectué pas mal de recherches sur Bob Lazar. Je l'ai rencontré. J'ai obtenu une copie de son formulaire W2. C'est un document du service fiscal relatif au bulletin de salaire. Son formulaire mentionnait qu'il avait travaillé pour le Bureau de l'intelligence navale. J'ai effectué des recherches très approfondies et très sérieuses sur ce document. Et puis aussi sur les affirmations de Bob Lazar. J'ai contacté le Bureau de l'intelligence navale pour qu'il me confirme que ce formulaire émanait de leur service. Puis je me suis renseigné auprès du service fiscal. Ils m'ont affirmé que ce n'était pas un faux et qu'il s'agissait bien, selon leurs propres termes, d'un document authentique. Le document comportait toute une série de chiffres et de numéros. En orientant mes recherches sur ces numéros, j'ai découvert qu'ils étaient hautement confidentiels. Le service fiscal n'a pu obtenir aucune information lorsqu'il a tenté de remonter aux véritables employeurs mentionnés sur le document. De plus, avec le service de sécurité sociale, nous avons découvert que les dossiers concernant Bob Lazar s'étaient volatilisés. Il n'y avait absolument rien sur lui. La seule chose dont nous disposions était le formulaire où il figurait clairement que les cotisations pour la sécurité sociale avaient été prélevées. Mais tous ne sont pas convaincus. Stanton Friedman, un célèbre spécialiste des ovnis qui a travaillé en tant que scientifique sur le projet Apollo, se montre sceptique. J'ai effectué des recherches très poussées sur les déclarations que Bob Lazar a faites sur sa vie et sur les systèmes de propulsion. Ces affirmations touchent des sujets assez sérieux. J'ai contacté les écoles où il prétend avoir reçu ses diplômes, j'ai appelé le lycée qu'il dit avoir fréquenté, j'ai contacté Los Alamos où il aurait travaillé comme scientifique. Mes recherches se sont révélées totalement infructueuses. Le seul élément que j'ai pu vérifier est qu'il a effectivement été élève de l'école primaire Pierce à la fin des années 70. Je crois que je n'aurais jamais entrepris des recherches sur le formulaire W2 de Bob Lazar si ce dernier n'avait pas réussi brillamment le test du détecteur de mensonges. Cet appareil permet de détecter très facilement si la personne invente des histoires ou n'est pas convaincue à 100% de ce qu'elle raconte. On peut donc déterminer ce degré de conviction et savoir si la personne est absolument certaine de ce qu'elle dit se rappeler. Et c'est exactement le cas de Bob Lazar. L'armée américaine travaillerait-elle avec une technologie extraterrestre? Et si c'est le cas, le fait-elle de son plein gré?
Bruce Maccabee, un physicien de la marine américaine, a son idée sur le sujet. Il profite de son temps libre pour travailler sur ordinateur. Il vérifie l'authenticité de films vidéo et de photographies d'OVNI provenant pour la plupart de la zone 51. Depuis 1947, on s'interroge sur la provenance de ces objets. On se demande s'ils sont vraiment l'œuvre de l'homme. Je n'exclus pas le fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes en mesure de construire des objets dotés plus ou moins des mêmes caractéristiques. Cependant, à l'époque où cette histoire a commencé, la technologie ne permettait pas de parvenir à de tels résultats. De même, un fait relativement intéressant démontre que l'armée de l'air n'était pas impliquée. Au cours de l'été 1947, l'armée a demandé au FBI de mener des enquêtes auprès des personnes qui avaient vu des ovnis. C'est alors qu'un des membres du FBI a suggéré que ces objets avaient peut-être été créés par des hommes. Et Edgar Hoover, qui était le chef du FBI à l'époque, a déclaré qu'il n'était pas judicieux de mener des enquêtes si ces objets provenaient de bases militaires. Il a donc exigé de l'armée de l'air qu'elle produise un document attestant que cette enquête ne concernait pas les programmes de secret défense. Dans une lettre, l'armée de l'air certifie à Hoover qu'après examen de tous les projets de recherche militaire, toutes forces armées confondues, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à une soucoupe volante. Il n'y avait donc plus aucun doute. L'armée de l'air affirmait qu'elle n'était pas impliquée dans cette affaire et que ce sujet la préoccupait comme tout le monde. Edgar Mitchell connaît bien l'espace et la technologie de pointe. C'est un ancien astronaute et aussi le 6e homme à être allé dans l'espace. Il a participé à la mission Apollo. Et depuis qu'il n'est plus de la partie, il tente de percer le mur du secret. Je suis convaincu que des contacts ont été pris, car des personnes qui occupent des places élevées dans le gouvernement, des personnes dignes de confiance, m'ont avoué que dans leurs fonctions officielles, elles avaient été plongées au cœur du sujet. Elles aimeraient raconter leur expérience et ne plus être tenues au secret. Mais jusqu'à nouvel ordre, elles ne peuvent absolument rien dévoiler du tout. J'ai reçu une multitude d'appels de personnes qui ont travaillé à la base. Celles que j'ai rencontrées pour les interviewer et pour parler ont travaillé à la base dans les années 50, 60, 70 et 80. À quelques détails près, elles disent toutes la même chose. Leurs récits n'ont pas la même teneur que l'histoire de Bob Lazar, mais la plupart se recoupent. Ces personnes ont vu des vaisseaux en forme de soucoupe, elles les ont vus voler, elles les ont vus entreposés dans des caisses et sous des bâches, et tout le monde était tenu au secret. L'histoire de Bob Lazar est tout à fait cohérente. Bob Lazar dit-il la vérité? A-t-il inventé toute cette histoire? A-t-il été utilisé par le gouvernement pour faire de la désinformation? Ou bien est-il le porte-parole involontaire d'un gouvernement désireux de nous préparer à un événement encore plus colossal? C'est un homme intelligent qui nous raconte un beau conte de fées. La majorité des gens qui donnent foi à ses dires n'ont fait aucune vérification et acceptent l'idée que le gouvernement ait pu effacer son dossier. Je suis la première personne à m'en être rendu compte. Je ne parvenais pas à retrouver des dossiers me concernant. Au départ, je n'arrivais pas à mettre la main sur mon certificat de naissance, ainsi que d'autres documents officiels. Et j'ai pensé qu'il tentait d'effacer toute trace de mon existence. Je suis ravi de savoir qu'il a travaillé là-bas. Il y a en effet de fortes chances pour que ce soit un test. Ce test servirait à déterminer le crédit que les scientifiques et le public seraient prêts à accorder si une personne ayant participé à de tels programmes révélait des informations confidentielles de ce type. Si effectivement on nous prépare à entendre d'incroyables révélations, de quoi s'agit-il? Pour moi, il ne fait absolument aucun doute que nous avons été et continuons d'être visités par des extraterrestres. En revanche, nous ignorons tout de leurs motifs et de ce qui se passe exactement. Je suis formellement convaincu que les États-Unis ont récupéré des véhicules extraterrestres. Je trouve tout cela déprimant et effrayant. Nous sommes en plein Big Brother. Si cette technologie existe, elle est extrêmement puissante et dangereuse. C'est pour cela qu'elle doit appartenir au domaine public et non pas au domaine privé. Je savais que j'étais privilégié de participer à ces programmes, mais l'atmosphère était très oppressante.
Les mesures de sécurité étaient très poussées. Et de savoir que vous ne pouvez parler à personne, que vous êtes sur table d'écoute et tout ce qui s'ensuit, à la longue, il devient très difficile de supporter cette situation. Le plus dur est de travailler en plein cœur du 28e ou du 29e siècle, tout en vivant au 20e siècle. Même si Stanton Friedman se montre sceptique vis-à-vis de Bob Lazar, les activités de la base 51 ne font aucun doute pour lui. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'une partie de la vérité se trouve dans le désert du Nevada, près de Groom Lake. C'est l'endroit idéal. C'est un lieu isolé et sous haute surveillance. Il réunit donc toutes qualités requises pour examiner à loisir des soucoupes volantes, en reconstituer de nouvelles ou les faire voler. Je pense que nous voyons seulement la partie émergée de l'iceberg. La base 51 nous réserve encore bien des surprises en matière de soucoupes volantes. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils sont là. Je ne sais pas qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils font. Mais une chose est sûre, d'autres formes d'intelligence sont présentes sur notre planète. Alors, que l'on croit ou non le témoignage de Bob Lazar, après avoir entendu tous ces témoignages de personnes, hommes de science, théoriciens et rêveurs, allons-nous désormais croire que les extraterrestres sont parmi nous ?